à tous et bienvenue dans ce mardi des Bernardins. Merci aux téléspectateurs de KTO qui nous rejoignent et également aux auditeurs des radios chrétiennes. Les tyrannies, les totalitarismes sont-ils derrière nous? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser ce soir. Pour Bernanos, en tout cas, la tyrannie n'est pas derrière nous, elle est devant. Après la guerre qui voit tomber le fascisme et le nazisme, l'écrivain donne une série de conférences dans lesquelles il alerte le public notamment sur la nature du totalitarisme, maladie de l'homme déspiritualisé. Existe-t-il des totalitarismes aujourd'hui? Est-il possible que de nouvelles formes apparaissent? Et si oui, faut-il se risquer à l'espérance, comme nous y invite Bernanos? Eh bien, ce sera la réflexion que nous allons mener avec nos 4 invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Tout d'abord, Monique Gosselin-Noat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure émérite de littérature française du XXe siècle. Vous êtes spécialiste de Bernanos et plus généralement des romanciers des années 30 et des autobiographies. Merci de nous rejoindre. Chantal Delsol, bonsoir. Bonsoir. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Est et romancière française. Vous avez fondé l'Institut de recherche Hannah Arendt en 1993 et depuis 2007, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. À vos côtés, Alain Caillé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Vous dirigez la revue du MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Et puis on termine ce tour de table avec Jacques Allaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, metteur en scène et interprète des textes de Bernanos, La liberté, pourquoi faire ou La proclamation aux imbéciles. Alors, on va ouvrir cette table ronde peut-être avec vous, Monique Gosselin-Noat, puisque vous êtes spécialiste de Bernanos. Vous avez notamment publié l'essai Bernanos, militant de l'éternel. Bernanos avait-il raison? Qu'est-ce qu'il nous dit du totalitarisme? Alors, je dirais d'abord tout de suite que sur la question du débat, les totalitarismes sont-ils aujourd'hui devant ou derrière nous? Pour ma part, je n'ai pas exactement qualité pour vous en parler. Mes collègues le feront sans doute mieux que moi. En revanche, je peux en effet vous parler des analyses nombreuses et je dirais des variations sur le motif des dictatures et du totalitarisme qui interviennent à divers moments de l'œuvre de Bernanos. Et je vais essayer de faire un rapide survol. Pardonnez-moi, je serai parfois peut-être un peu systématique et inévitablement pas du tout exhaustive. 4 périodes, il me semble, peuvent être discernées dans ces réactions à des périodes historiques tout de même assez différentes des nôtres. C'est vous dire qu'il n'est pas tout à fait possible de transposer littéralement, et je lâche à votre lucidité le soin de discerner ce qui est transposable et ce qui ne l'est pas. Première partie des interventions de Bernanos, ses analyses, c'est au moment de la grande peur des bien-pensants, 1929-1931. Il parle alors en ancien combattant de la guerre de 14, qui a le sentiment d'avoir été floué comme ses camarades qui sont morts, et il donne le sentiment d'être le porte-parole de ceux qui sont morts. Ça touche notre sujet parce qu'il met en cause la République française, essentiellement radicale socialiste, et les démocraties autour, qui ont floué les combattants en leur laissant croire qu'ils se battaient pour une cause patriotique, pour défendre la terre de leur père, alors que selon lui, ils défendaient des banques et des intérêts financiers. On les a donc manipulés. Et ce qu'il voit naître au moment de la Grande Peur, c'est 2 choses. Cette crainte qu'on continue à manipuler les citoyens, qu'on les confonde avec des espèces d'animaux. C'est le moment quand même où le darwinisme est assez répandu. Et Bernanos dénonce ce qu'il croit voir naître, c'est-à-dire une sorte de darwinisme social où l'homme serait condamné à être pris dans un déterminisme quasi biologique. Alors ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, comme il est de son époque, il croit que le principe de thermodynamique de l'entropie est applicable à la société et
par conséquent, il redoute une sorte de tiédeur généralisée qui se traduirait par un conformisme généralisé propice à l'instauration de tous les gouvernements. Alors, il ne dit pas totalitaire, hein. Il dit un État dominateur. Il a plusieurs formules qui reviennent peut-être au même, mais ce n'est pas le mot. Et à aucun moment, là, il ne parle, par exemple, du fascisme italien, qui est déjà bien là depuis un moment, ni même, il ne sent venir le nazisme hitlérien. C'est intéressant ce que vous relevez, hein, à propos du mot totalitaire, il ne l'emploie pas. Pas encore. Ouais. Il l'emploie. C'est plus tardif. Plus tardif, absolument. Alors, vous voyez, l'état des choses en 1931, je dois ajouter qu'il s'élève contre ce qu'il appelle le monde moderne, un peu comme Peggy, qui a servi les individus avec leur complicité. Et bien entendu, il tonitru contre l'esprit de servitude qu'il croit voir naître chez les chrétiens. Esprit de servitude qui les rendrait complices d'un État, il dit toujours État, dominateur, et par conséquent, c'est déjà une mise en garde très forte. Deuxième période, c'est les grands cimetières sous la Lune. Alors, je vous rappelle qu'ils sont écrits en 37-38, alors qu'il est à Palma de Majorque, et qu'il est le témoin ému, compatissant, puis indigné de la guerre civile espagnole. Et là, il ne s'y trompe pas. Il parle très vite de la guerre déguisée des dictatures contre les démocraties, et il démasque le jeu des dictateurs, et le terme de totalitarisme intervient dans les grands cimetières. L'écrivain met au jour ce qui lui paraît le ressort de la guerre civile et la première marche de ce qu'il appelle le régime des suspects et la terreur, et donc vous voyez qu'on glisse très vite vers la dictature. Alors c'est la peur généralisée. Et ensuite, il analyse le régime des suspects où la justice est discrétionnaire et par conséquent transforme un délit au besoin en crime et, dernier point, encourage la délation. Et à partir de là, il dit toutes les terreurs se ressemblent, vous ne ferez pas choisir une contre l'autre. Donc il replace la guerre civile dans le contexte des régimes totalitaires, et le terme intervient, de leur passion et de leur pulsion irrationnelle. Curieusement, il concède à un moment un certain bien fondé des révolutions nationales socialistes, ce sont ces termes, d'Hitler, Mussolini et Staline, il les met tous les trois, qui, dit-il, ne sont pas des bourgeois, car finalement c'est la seule manière de venir à bout de l'avarice des bourgeois. Mais il réprouve leur mystique de la force. Et là, vous voyez, première analyse, elle va se poursuivre. Il ajoute, et c'est très récurrent dans son texte, qu'il y a derrière leur attitude une perversion du religieux et la substitution insidieuse d'une autre religion véritablement démoniaque au christianisme. Alors, bien sûr, du coup, il pense que l'on prostitue le terme de croisade, ai-je besoin de vous le dire, et donc il se livre à la fin des grands cimetières à une analyse de plus en plus poussée du nazisme et du fascisme. Et il souligne, par exemple, non seulement le lien fondamental entre les dictatures et la force, mais il refuse l'opposition trop commode entre Staline et Hitler, il les renvoie dos à dos en disant « le premier exploite la mystique de la classe et le second celle de la race ». Et tout cela pour mettre au service de valeurs purement humaines l'exploitation du travail et du génie. Donc, vous avez vu, j'ai cité. Donc, il y a un ferment religieux dans les dictatures. Elle mobilise, elle aussi, l'héroïsme et le sacrifice. Et il conclut d'une voix prophétique. Ainsi, les peuples rompent avec Dieu sans angoisse et presque à leur insu, dans une ferveur qui ressemble à celle des saints et des martyrs. Rien ne saurait les prévenir que la haine universelle est au bout d'une telle expérience. Une petite réaction tout de suite, Chantal Delsol, à ce que vient de nous développer Monique Gosselin-Noat. Il y a un ferment religieux pour vous dans le totalitarisme ? C'est ce que Voegelin appelait les religions politiques. Il y a effectivement quelque chose comme ça. Il faut se méfier quand même, parce qu'une religion, c'est pas n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai que si on prend les précautions d'usage, on peut effectivement, je pense qu'on peut le dire. Oui. De votre champ d'observation, pour vous, alors les grands totalitarismes qu'on a connus au XXe, nazisme, fascisme, sont tombés.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des totalitarismes Est-ce qu'il y a des nouvelles formes qui émergent, selon vous? Oui, moi je pense que oui, mais je veux pas. Si on y reviendra. Oui, on y reviendra. Oui, on y reviendra. Voilà. Alors, si vous permettez, pour que tout le monde perçoive exactement la résonance qui est moins politique que mystique chez Bernanos, je cite quand même un passage que je trouve particulièrement beau et qui ne peut pas être résumé, et qui est donc écrit en 1938. De la terrible symphonie dont le rythme s'enfle chaque jour, emporte les peuples dans son irrésistible crescendo, vous n'entendez pas grand-chose. Vous ne reconnaissez pas certaines voix. Elles sont pourtant les voix de la terre. Des dieux de la terre que le christianisme n'a étouffé qu'un moment, 20 siècles à peine, une misère. Les voix de la terre proclament aussi leur béatitude, mais ces béatitudes ne sont pas celles que vous lisez dans vos paroissiens. Les voix disent « malheur aux faibles »,« malédiction sur les infirmes »,« les forts posséderont la terre »,« ceux qui pleurent sont des lâches et ne seront jamais consolés », qui n'a faim et soif que de justice, pêche la lune et pâture le vent. Donc vous voyez qu'il mobilise du lyrisme oratoire pour expliquer cette inversion des béatitudes qui est en œuvre en Allemagne, et c'est dans le contexte très clair. Donc il dénonce bien sûr l'essence religieuse et la mystique païenne qui est derrière le nazisme et qui va bientôt, dit-il, conduire l'Allemagne à éliminer le peuple juif. On n'est quand même qu'en 1938 quand il écrit ça, et même au début 1938, car il n'y aurait pas de place pour deux peuples élus. Je reviens tout de suite à vous, Chantal Delsol. Alors ça, je trouve que c'est quand même important. On y reviendra tout à fait, mais c'est juste pour qu'on puisse aussi équilibrer un peu les temps de parole. Chantal Delsol, à cette question des totalitarismes, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a des nouvelles formes qui émergent? La question, c'est de savoir ce qu'on entend par là, parce qu'au fond, ce qui est un peu... qui nous coince, je crois, c'est que quand on parle de totalitarisme, on parle toujours des moyens, c'est-à-dire au fond de la terreur. Et évidemment, c'est ça qui est le plus important, parce que bon, ça nous permet, disons, de cibler la chose. Et néanmoins, le totalitarisme, c'est pas uniquement les moyens. Il y a des finalités. Alors, les deux totalitarismes, et je trouve très intéressant ce que vous avez dit de Bernanos, les deux totalitarismes sont des prises de position par rapport à la modernité. Au fond, je crois que c'est très important. Le nazisme prend position contre la modernité, avec nostalgie de la communauté. C'est d'une certaine manière, c'est pas un hasard si ça s'est implanté en Allemagne, parce que les Allemands sont très nostalgiques de la communauté d'une certaine façon. Mais bon, même si c'est une communauté complètement pervertie, évidemment. Et puis le communisme, au fond, cherche à réaliser la modernité de façon extrême. Et tous les deux utilisent la terreur. Moi, ce que je ne crois pas que nous aurons encore, enfin en tout cas on peut l'espérer, des totalitarismes par la terreur, mais en revanche, je pense que la postmodernité, notre temps présent, est en train de réaliser exactement les mêmes finalités que le communisme avait ratées. Pourquoi? Parce que le communisme a utilisé la terreur, et ça marche pas, mais nous utilisons la dérision, et ça marche très très bien. C'est une autre arme. C'est une autre arme, et à mon avis, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on a fait exploser les églises dans les pays communistes, et dès que le mur est tombé, les gens sont partis dans les églises, et il y a un renouveau spirituel. Mais là, maintenant, on est en train de tuer les églises par la dérision, et ça marche très fort. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il peut y avoir effectivement un redéploiement, mais très différent. Alain Caillé, votre point de vue? Mon point de vue, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de réponse à la question que vous posez, à la question qui nous rassemble ce soir. Est-ce qu'il y a un risque de retour des totalitarismes? Alors, je pense qu'on peut distinguer 3 ou 4 positions différentes, et il me semble qu'il faut en développer une autre que celle qui se présente spontanément à l'esprit. Première idée, il pourrait y avoir un retour du même. Alors, quand on parle d'un retour du même, ça serait les totalitarismes d'hier, les fascismes d'hier. Ça peut être, c'est ce qu'on a pu au Front National, c'est ce qu'on a pu au parti autrichien qui vient de réaliser un très bon score, je ne me rappelle plus son nom, etc. Oui. Et bien, c'est une possibilité. Je ne pense pas que ça soit du même ordre. Par contre, Aube dorée en Grèce ressemble beaucoup à des choses d'hier. Mais enfin, en même temps, c'est un peu marginal. Bon, c'est une première possibilité.
on pourrait dire, nous risquons d'avoir un retour du même sous des formes différentes, notamment la forme des intégristes religieux et plus spécifiquement de l'islamisme radical avec Al-Qaïda, qui reproduit effectivement dans la personnalité des personnes, et ça fait écho à des choses que vous aviez citées de Bernanos, il y a une personnalité totalitaire absolument évidente, avec ce goût du sacrifice, du martyr, etc. Donc, on n'est rien, on sera tout. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait important qui se joue. Troisième possibilité, c'est celle que dénoncent généralement les analystes de la gauche de gauche, et qui diraient il y a un retour du totalitarisme, qui est le totalitarisme du marché. Et à certains égards, c'est vrai, simplement, ce n'est pas du tout le totalitarisme d'hier. Donc tout ça, c'est possible. Il peut y avoir des combinaisons entre ces trois configurations, mais il me semble que ce dont il faut prendre conscience, c'est que, et là, ça fera un petit peu écho à ce que disait Chantal Delsol à l'instant, c'est qu'en fait, nous sommes déjà entrés depuis assez longtemps dans une forme de régime politico-symbolique, hein, qui est à la fois extraordinairement éloigné des totalitarismes d'hier et en même temps extraordinairement proche. De quelle manière ? Alors c'est ça qu'il faut essayer de penser. Pour le penser, on peut mettre un mot déjà pour fixer les idées. Moi, je proposerais bien de parler de totalitarisme inversé, totalitarisme à l'envers, ou éventuellement de parcellitarisme. Alors je m'explique très brièvement. C'est un peu dur, il faut s'entraîner. De parcellitarisme. C'est vous qui avancez ce terme-là. C'est moi qui invente ce terme-là pour faire le symétrique du totalitarisme d'hier. Alors, comment comprendre ce rapport entre les deux configurations ? Bien, peut-être à partir de l'idéal démocratique qui suppose toujours un certain équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. On peut dire que dans le cadre des totalitarismes d'hier, les intérêts particuliers ou individuels étaient radicalement sacrifiés sur l'autel d'un intérêt général hypostasié, auquel il fallait sacrifier. Il me semble que nous sommes exactement dans la configuration inverse. C'est désormais tout ce qui est de l'ordre du commun, du général, qui doit être sacrifié sur l'autel des intérêts particuliers. Ou encore, les totalitarismes d'hier voulaient refabriquer des grands corps imaginaires, la communauté germanique, la communauté de la race, la communauté de la classe, etc. C'est la citation de Bernanos de tout à l'heure. Et il me semble qu'au contraire, la forme sociale dans laquelle nous vivons depuis 20 ou 25 ans est une forme qui veut tout réduire en parcelles. Alors, en parcelles de collectifs, en parcelles d'associations, en parcelles de partis, en parcelles d'entreprises, en parcelles d'institutions, en parcelles de familles éventuellement, en parcelles d'individus. Un individu se découpe lui-même en parcelles de savoir, etc., etc. Alors après, on peut détailler. Je fixe simplement la discussion en une phrase pour terminer. Il me semble que cette forme dans laquelle nous vivons et dont nous avons très peu conscience, peut-être parce qu'elle se masque sous la dérision généralisée. Cette forme dans laquelle nous vivons est à la fois l'inversion radicale des totalitarismes d'hier. Juste un exemple, les totalitarismes d'hier voulaient rassembler la société dans un grand tout de l'État et de l'idéologie. Et c'est pas du tout ce qui se passe. On veut rassembler maintenant dans le grand non-tout, l'absence de totalité du marché. Bon. Non, on peut détailler, je distingue pour ma part 4 inversions radicales par rapport au totalitarisme d'hier, mais on peut aussi identifier un certain nombre de continuités. Si j'ai le temps, j'en détaillerai pas mal, parce qu'on retrouve effectivement un prométhéisme, un manichéisme, etc., etc. Alors c'est un tableau, Jacques Allaire, un petit peu inquiétant, même. Je ne sais pas comment vous le percevez, vous, en tant que metteur en scène. Vous adaptez des textes de Bernanos sur scène. Mais comment le public le rapport est très différent de celui de l'analyse que vous proposez, forcément, parce que c'est pas du tout ma position. Ma position d'artiste n'est pas du tout celle-là. Disons que pour tous les textes auxquels je travaille, donc Bernanos, en l'occurrence, je travaillais sur La France contre les robots et la liberté pourquoi faire, la série de conférences. Je me mets toujours dans une situation qui est d'être traversé, je ne sais pas comment dire ça autrement, d'être traversé par l'œuvre que je traverse. Voilà. Ça se passe comment, ça se passe d'une manière très simple, c'est que j'ai travaillé sur Karl Marx, j'ai fait un spectacle sur Marx, s'appelait Marx Matériaux, celui qui parle. Pour Bernanos, alors ? Pour Bernanos, ça s'est passé de la même manière, à savoir que je lis la totalité des textes qui m'affectent, comment le dire autrement, qui m'affectent, et à partir de là, je les referme, aussi étrange que ça puisse paraître, je ne les rouvre pas, je dessine ce qu'il me reste, comme... de la terre qu'on aurait tamisée,
ou l'impression que les gens auront, une fois qu'ils seront sortis de ce qui s'est dit, peut-être là. Et c'est de là que naissent des dessins que je ne maîtrise pas très 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 bien. Des dessins. Des dessins, réels, plein de petits dessins que je dessine, je ne sais pas pourquoi, je dessine, et ces dessins deviennent un espace, parce que je pense toujours au théâtre, donc je dessine que du théâtre, avec des corps. Donc par exemple là, sur Bernanos, j'ai dessiné des amas de chaises suspendus avec un mat de cocagne, une grande passerelle qui se jetait dans une salle, des bonhommes tout rouges, avec des espèces de gueuloirs comme ça. Ça vous vient comme ça? Comme ça. Puis donc, je savais que j'allais jouer ça avec un comédien. Je dis voilà ce que j'ai dessiné d'après les textes. Et puis il regarde ça, il me dit mais ils sont rouges les types. Je dis oui, ils sont rouges. Hein. Ça c'est vrai qu'ils sont rouges, ils sont tous rouges. Et il me dit mais ça veut dire quoi? Je dis ça veut dire qu'ils sont rouges. Enfin je sais pas moi, c'est des écorchés. Alors voilà, par exemple, le mot écorché m'arrive alors que je sais même pas d'où il vient. Et à partir de là, c'est une évidence pour moi. Et après donc pour vous dire par là ce qui se passe, je retourne bien sûr au texte. Et là, radicalement au texte, et je m'y colle profondément, je travaille profondément, sincèrement, et ce sont les textes qui viennent répondre aux dessins, c'est-à-dire qui rentrent dans les dessins. Et je m'aperçois, et alors c'est une phrase que j'utilise souvent dans les spectacles, avec les comédiens, je répète un autre spectacle en ce moment, et donc ils l'entendent dire, j'ai mes dessins qui sont posés comme ça, et on travaille sur les textes, mais beaucoup, et à un moment donné, on lit un texte, et je dis, ah mais c'est ça qui veut dire ce dessin. Et j'attrape un dessin, et du coup j'ai comme l'analyse possible du dessin. Alors je ne sais pas comment ça se passe, mais alors, par exemple l'écorché apparaît en fait comme une figure évidente chez Bernanos, alors que je ne l'ai pas lu quand je l'ai lu. Mais par contre, je pense que le terme peut parfaitement s'approprier à cette humanité qui est défaite de sa presque peau humaine, de sa presque croyance à foi en l'être humain, qui en est dépossédé pour devenir un être technique. Et le public, du coup, ça vient comme ça. Il est sensible complètement à ce texte. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que les questions qu'on vient vous poser après? Et il se passe des choses absolument incroyables. Sur Bernanos, il s'est passé, ça c'était incroyable tout le temps. Quand j'ai commencé à jouer le spectacle en mars 2011, c'était la catastrophe de Fukushima. Et donc les spectateurs attendaient à la sortie du spectacle et pensaient que j'avais triché, que j'avais fabriqué du texte pour que ça résonne avec les catastrophes de Fukushima. Parce qu'il y a des passages entiers qui font référence à la possibilité de la catastrophe dans laquelle l'être humain peut se fourvoyer s'il ne prend plus comme destination l'humanité et la foi. Et donc les gens étaient persuadés que moi j'avais trafiqué le texte pour que ça puisse correspondre à ce qui se passait dans l'actualité. On continue de jouer, c'est de la révolution en Tunisie. Les gens pensent que j'ai triché parce qu'il y a des passages entiers sur la Révolution, hein, dans les conférences de la liberté pourquoi faire. Hein. Ils pensent que j'ai trafiqué les textes sur la Révolution alors qu'ils sont... Voilà. Je ne dis pas du tout, je leur dis, vous pouvez le lire à tel ou tel endroit. Ce qui prouve l'actualité aussi. Écoutez, après je joue à Phalsbourg, le maire de Phalsbourg, on joue 3 présentations consécutives donc dans les Vosges, et il assiste à 2 des 3 présentations, et peu de temps avant le 11 septembre de 2012, il doit lui faire un discours au Conseil général. Et il m'envoie un mail, un courrier comme ça. Cher monsieur Allaire, est-ce que vous pourriez me rappeler le passage de votre spectacle dans lequel vous faites référence aux tours jumelles? Alors je dis, cher monsieur le maire, je suis désolé, Bernanos n'a pas connu les tours jumelles, et si on peut juger ses paroles prophétiques, en tout cas, elles n'apparaissent jamais dans aucun texte. Mais par contre, peut-être que vous pensez. Donc, il se passe ça, c'est que la résonance des textes de Bernanos est évidente, parce que l'inscription de cet homme, il me semble, est une inscription profondément humaine. Et si on peut la voir de manière précise, oui, à telle période ou telle période, il fera référence ou pas au totalitarisme, il le nommera ou pas à tel ou tel moment, oui, il n'en demeure pas moins qu'il est l'homme de son temps, et étant traversé par son temps, il pose à notre temps des questions qui peuvent se retrouver, même si les mouvements de l'actualité ne sont pas les mêmes. Chantal Delsol, c'est quoi qui ne fonctionne pas? C'est les démocraties qui sont dysfonctionnelles, qui sont en crise? Je pense qu'il faut peut-être aussi faire attention aux mots, parce que je crois qu'on serait tous assez d'accord là-dessus. On ne peut pas appeler totalitaire n'importe quoi, parce que si tout est bleu, rien n'est bleu. Qu'est-ce qu'on met derrière si tout est totalitaire, rien n'est totalitaire. Il faut peut-être repartir de ça. Il faut faire vraiment attention à ça. Le totalitarisme, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Tout à l'heure, on discutait avant la réunion pour savoir qui l'avait employé le premier. Bon, on l'a lu chez Mussolini qui disait « je suis totalitaire et je m'en vante », alors qu'en fait, ça n'était pas du totalitarisme. Le fascisme, c'est quand même très différent, enfin, quand même assez différent, aussi différent que peuvent l'être le socialisme et le communisme, par exemple. Il y a une différence entre le fascisme et le nazisme. Donc, je pense qu'on peut appeler totalitaire
le nazisme et le communisme, naturellement. Mais bon, de là à tirer des fils, à dire nous vivons... Il y a un certain nombre de gens qui ont écrit des bouquins pour dire nous vivons dans des pays totalitaires. Non, non. Je pense que c'est une injure aux gens qui ont vécu vraiment dans des totalitarismes. Vous comprenez, on risque pas, nous, aujourd'hui... Bien sûr, il y a une police de la pensée, on peut en reparler, mais enfin, on risque pas aujourd'hui de se retrouver dans la cave de la Loubianca avec une balle derrière la nuque. Il faut quand même pas exagérer. On sait ce que c'est que des familles détruites par le communisme ou par le nazisme. Pourquoi les gens disent Donc, ça? faut faire attention. Selon vous, alors, il y a une espèce de peur généralisée. Mais on a toujours tendance à tirer les mots qui traînent dans la poussière depuis longtemps. Vous savez, on ne sait plus très bien ce que ça signifie. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un effort à cet égard de bien utiliser les mots comme ils doivent être utilisés. Alors, le mot tyrannie est un mot bien plus général. Donc, on peut l'utiliser beaucoup plus facilement sans avoir peur de se tromper. Mais je pense que ça, c'est la première chose. En tout cas, ce qu'on perçoit entre ce que vous dites sur le contexte actuel, c'est qu'il y a un mal-être quelque part, constitue, je ne sais pas si c'est du côté occidental ou si c'est généralisé à l'ensemble des zones du monde. Je ne sais pas comment vous ressentez, vous, les choses. On a du mal à nommer, peut-être aussi, ce qui se passe. L'une des premières expressions, des expressions les plus intéressantes, c'est ce que monsieur dit à propos des catastrophes. L'une des expressions du mal-être, c'est qu'on voit des catastrophes partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'était pas comme ça autrefois. Enfin, ça commence, à mon sens, avec Gunther Anders. Enfin, je ne sais pas, il faudrait voir, mais c'est Gunther Anders le premier qui commence à parler de catastrophe. Il ne sait pas très bien d'ailleurs où est la catastrophe majeure. À un moment, il dit que c'est Auschwitz, bien sûr, puis après, il dit que c'est Hiroshima. Enfin, mais là, actuellement, on en voit partout des catastrophes. Donc, je ne sais pas ce que monsieur pense de ce que ça peut signifier, mais c'est très bizarre, comme si le temps devait s'inverser, quoi. On n'est plus dans le progrès. Ça, c'est la postmodernité. Ma réaction, c'est que quand même, quand on dit la catastrophe chez Bernanos, c'est toujours très précis. On ne peut pas le tirer, là encore, complètement de son contexte. Quand il parle d'ouragan, d'apocalypse en 1945, c'est au moment où il voit naître ce qu'il appelle la démocratie atomique, avec l'idée que dès lors qu'il y a la bombe atomique quelque part, on ne nous laissera pas jouer avec la bombe comme un enfant avec des allumettes, et que donc il faudra des dictatures pour empêcher un usage catastrophique, justement. Et par conséquent, il voit la menace sur les libertés. Alors, c'est pourquoi je crois qu'on ne peut pas sortir du tout les mots, les choses de leur contexte, même si Bernanos peut nous parler, bien sûr, peut nous parler aujourd'hui, mais il importe de rester très précis. Il fait des analyses extrêmement rigoureuses quand même si elles sont parfois décalées par rapport à aujourd'hui, parce que les circonstances historiques sont différentes. Si je reviens au terme de totalitarisme, il l'emploie dans le contexte où précisément il vise à la fois ce qui se passe en Espagne et qui est mis en place progressivement, et quand même ce qui se passe dans les différentes formes de fascisme que du coup il englobe sous le terme de totalitarisme. Quand il dit totalitarisme, il vise à la fois Hitler, Mussolini et Staline. Mais il n'est pas un professeur de sciences politiques. Donc c'est clair que pour lui, c'est tout ce qui a servi avec la terreur de manière politique des êtres humains, des citoyens, et banni la liberté. Alors, si vous permettez, je voulais quand même juste dire qu'il y avait trois choses, il me semble, qu'il donne et qui serviront peut-être à analyser le réel d'aujourd'hui. Il y a l'idée que les peuples se donnent, en quelque sorte, à un dictateur ou à un fascisme, premièrement, dans une sorte de désespoir. Ils ont fait une sorte de pacte avec le désespoir, dit-il. Deuxièmement, pour ce qui est des Allemands, à la suite de l'humiliation subie. Et c'est donc un régime du ressentiment. Ça, c'est très clair. C'est de l'ordre du ressentiment avec tous les relents nietzschéens qu'il y a derrière, et Bernanos a lu Nietzsche. Donc, le ressentiment, le désespoir, et finalement, c'est une sorte aussi d'atonie généralisée. Et alors, c'est là, si vous permettez, le dernier point. Quand il arrive en 1944, au moment où il écrit La France contre les robots, et toute la série, il ne les écrit pas, vous savez, La liberté, pourquoi faire, c'est Éric Béguin qui a écrit, ce sont des conférences qui ont été remises en forme après. Ce qui le hante, c'est l'idée qu'il y a
une machinerie, comme il dit, c'est le terme qu'il emploie. Il n'est pas anti-machiniste, il ne faut pas s'y tromper du tout, mais qu'il y a une espèce de système de la machine qui fait que on fait des machines à produire de l'or, on fait des machines à produire des besoins, on développe le consumérisme, on asservit donc peu à peu les êtres humains en les décervelant. Et d'ailleurs, il parle de machines à décerveler. Ensuite, il dit, mais quand il y aura superproduction, il y aura des machines à tuer. Et j'avoue qu'en lisant ça, moi, j'ai pensé aux ventes d'armes, inévitablement. Et enfin, eh bien, il y a des machines à bourrer le crâne, et l'expression n'est pas de moi, elle est de lui. Et c'est les machines de la propagande et de la publicité. Et bien entendu, elles déresponsabilisent les êtres humains, elles induisent la soumission, et à partir de là, tout est possible, tous les asservissements sont possibles. Alain Caillé, ça résonne de façon actuelle, hein, quand on parle de machine à tuer, machine à bourrer le crâne, finalement, on pourrait l'entendre aujourd'hui. Oui, mais je suis assez d'accord avec Chantal Delsol pour ne pas tout amalgamer, ne pas trouver du totalitarisme là où il n'y en a pas, puisque ça renvoie à des choses très, très précises. Bon, ici, on ne peut pas dire CRSSS, par exemple, là, c'est bon, comme ça a été proféré trop facilement. Mais en même temps, pour revenir sur cette discussion-là, je ne pense pas que l'originalité de Bernanos, ça soit d'utiliser le mot totalitarisme. C'est une tarte à la crème. Je veux dire, ça fait déjà 10-15 ans que des dizaines d'auteurs en parlent. Après Giovanni Gentile et Mussolini, mais bien d'autres également. Et même des auteurs un peu contemporains le font. Aldous Huxley, par exemple, dans sa deuxième préface au meilleur des mondes, analyse du totalitarisme. Donc, c'est un thème qui s'impose absolument à tout le monde. Donc, il me semble que le défi pour nous, c'est effectivement de penser à la fois la continuité avec certaines passions totalitaires qui sont manifestées au XXe siècle et les discontinuités, les différences. C'est pour ça que je propose ce concept de totalitarisme à l'envers, qui, je pense, cerne à peu près l'essentiel de façon paradoxale. C'est-à-dire, c'est radicalement différent. On n'est pas du tout dans le monde d'hier, mais c'est tellement différent que ça y ressemble étrangement, par certains aspects, si on va au-delà des différences. Alors après, il faudrait répondre à la question que vous posiez. Quelle est la source du malaise qui est ressenti et qui nous amène à nous interroger comme nous le faisons ce soir? Oui, vous avez il y a bien sûr ce que disait... Vous avez lancé un manifeste, hein, je le précise. Ça, c'est pour les solutions. Voilà, pour les solutions. Convivialisme, mais donc j'imagine que vous avez analysé des choses, dressé des constats. Non, mais il y a ce que disait Chantal Delsol. C'est évident que tout le monde aujourd'hui redoute des catastrophes, des catastrophes apocalyptiques, voire des fins du monde ou des fins d'humanité à des degrés divers pour des raisons diverses, soit des guerres, soit des généralisations des mafias, soit des risques climatiques épouvantables, etc., etc. Mais bien sûr, ça fait partie mais ça, c'est pas la même chose que le totalitarisme d'hier. Il peut y avoir des inquiétudes qui fonctionnent, mais c'est pas du tout du même ordre. Mais en revanche, je pense que ce qui alimente, et surtout en France d'ailleurs, notre sensibilité à cette question de savoir si il ne risque pas d'y avoir un retour de l'horreur, car c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Je pense que c'est quand même lié à un très grand sentiment d'impuissance généralisée. Je crois que c'est ça la caractéristique majeure, c'est-à-dire que tout le monde se sent en proie à des forces qui le dépassent totalement. D'ailleurs, je ferais bien du coup un renvoi à un analyste que vous ne connaissez peut-être pas, qui est l'historien économique Karl Polanyi. Karl Polanyi, qui est le grand théoricien de l'avènement de la société de marché, et qui publie en 1944, juste à la fin de la Grande Transformation, c'est 1944, dans laquelle il essaie de prendre toute la mesure des phénomènes totalitaires. Et sa thèse centrale, à mon avis, elle est de plus en plus d'actualité. C'est que ces totalitarismes se sont développés comme des réactions à l'horreur qui résultait de l'autonomisation radicale, ce qu'il appelait le désencastrement du marché par rapport à la société. Cette autonomisation des mécanismes de marché, vouant les individus à des forces impersonnelles sur lesquelles ils n'ont strictement aucun contrôle, a produit un sentiment de désolation, pour employer une catégorie d'Hannah Arendt, sentiment de désolation générale et généralisée, et cette aspiration à une recommunautarisation fantasmatique, à une reprise, à un réencastrement de l'économie dans la société. Bon, il y a quelque chose de ça qui joue encore aujourd'hui, parce que de toute façon, cette autonomisation du marché
avec le néolibéralisme, elle est encore infiniment plus poussée que celle qu'avaient connue les démocraties avant la Deuxième Guerre mondiale, et elle produit ce sentiment d'impuissance générale. Tout le monde est à la merci des variations des cours de la bourse, et personne qui se joue à la nanoseconde par les relations des ordinateurs, personne ne contrôle ça. Donc ça produit quand même un état d'esprit très particulier. Chantal Delsol, alors vous dirigez ici au Collège des Bernardins l'Observatoire de la modernité, un centre de recherche. Est-ce que vous percevez des opportunités dans cette lutte contre les totalitarismes? Est-ce que vous dialoguez les uns avec les autres, entre chercheurs? Disons qu'on a créé cela pour travailler sur la modernité tardive ou post-modernité ou deuxième modernité, on peut appeler ça comme on veut. Donc forcément, l'ensemble des conférences tournent un peu autour de ces questions-là. Enfin, en tout cas, nous ne faisons pas d'histoire à proprement parler. Moi, je voudrais juste, si je peux rebondir sur ce que vous avez dit, parce que ça permet après peut-être de discuter. Vous parlez d'impuissance. Bien sûr, nous nous sentons impuissants, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on a toujours été impuissants quand les Européens vivaient sous la menace de la guerre franco-anglaise à l'époque de la guerre de 100 ans, ou je ne sais pas? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a le sentiment d'être impuissant parce qu'on s'est tellement imaginé qu'on allait tout dominer que finalement on tombe de haut? La première modernité, c'était ça. On croyait qu'on allait tout dominer, qu'on était absolument tout puissant, qu'on pouvait refaire le monde, etc. Et on s'aperçoit qu'au fond, non, on n'est que des pauvres hommes mortels, finis, imparfaits. Les choses nous échappent. On saisit des ombres et donc on s'affole. Enfin, moi, ça fait partie de la nature humaine. Oui, ça fait partie malheureusement disons, notre condition, même si on ne veut pas parler de nature, parce que on défie un peu de la nature. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce que vous avez dit, qui est très intéressant, la question de la parcellisation. Alors effectivement, je crois comprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit, je suis assez d'accord avec vous, une espèce de dispersion de la société en groupes identitaires, par exemple. Ça n'empêche pas quand même qu'il y a une forme d'opinion dominante, qu'il y a quand même une police de la pensée. Enfin, tous ces groupes divers, ils ont peut-être des intérêts particuliers, ils sont peut-être accrochés à leurs intérêts particuliers comme des morpions à un mur. Ça n'empêche qu'ils sont bien tous obligés de penser pareil. Ça, ils n'ont pas le choix. Donc là, il y a quand même une forme de tyrannie. Bien sûr. Et puis, alors oui, juste encore un dernier point, si je peux. Par rapport vous avez parlé du désespoir. Quand on parle du désespoir, le désespoir ne fait que suscite le nazisme, pas le communisme. Ça, c'était bien décrit notamment, par exemple, par Rauschning ou par Léo Strauss à propos du nihilisme. C'est quand même le nihilisme, le désespoir nihiliste qui crée le nazisme, tandis que les révolutionnaires de l'époque de Lénine, ceux qui sont décrits par Berdyaev, ce sont des types follement optimistes, comme Tchernyshevsky, par exemple, avec leurs bombes sous le bras. Ils sont très, très heureux de vivre. Ils sont persuadés qu'ils vont ranimer la Terre. Donc là, il ne faut pas se tromper. Le désespoir, c'est fait juste pour le nazisme. Tout à fait. Mais du reste, si vous permettez, Bernanos ne le dit que pour le nazisme. Oui, d'accord. Absolument. Alors, peut-être qu'il a aussi en vue ce qui se passe en Espagne. Peut-être. Mais en tout cas, dans le contexte, il vise d'abord Hitler et le nazisme. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Alain Caillé, qui me paraissait très intéressant et recouper partiellement ce que disait Bernanos en 1944, parce que pour l'année, c'est 1944 aussi, vous disiez. Et ce qu'il vous appelez cette autonomisation du marché, je crois que c'est finalement ce que Bernanos appelle la machinerie, parce que quand on regarde de près son texte, les concepts ne sont pas d'une rigueur absolue dans le détail, mais c'est quand même ça, c'est le système qui a servi les citoyens à une consommation, avec quand même, alors là pour rejoindre Chantal Delsol sur un point, quand vous dites qu'il y a quand même une uniformisation, oui, chez Bernanos il le démontre très bien, grâce à la propagande et grâce à la publicité, on constitue des citoyens qui se ressemblent avec une médiocrisation généralisée. Ça, il revient à son idée de tiédeur généralisée, mais parce que tout le monde est médiocre et tout le monde est uniformisé. Jacques Allaire, cette opinion dominante, c'est ce que vous avez aussi le sentiment d'observer, d'entendre aussi, peut-être? Dites-vous que quand vous parlez de totalitarisme, Bernanos, il en parle quand même dans La France contre les robots et dans certaines des conférences, en l'appliquant non pas à son concept historique particulier, mais il parle de l'économie libérale,
très Oui, mais c'est ce clairement. que je viens de dire. Et il la nomme comme étant totalitaire. C'est ce que je viens de Et dire, il exactement. emploie le mot totalitarisme. Oui. Je vous cite un exemple. Il faut chercher mon cartable, mais je vous Oui, poser un exemple. C'est que le mot est utilisé. Il y a des phrases dans lesquelles le mot est absolument Totalitarisme utilisé. économique. Il y a le totalitarisme économique. Alors bien sûr qu'évidemment, c'est moins dangereux que d'avoir quelqu'un qui va vous mettre, je suis d'accord, le pistolet sur la tempe et vous assassiner comme ça, mais le fait qu'au moins hein, l'écrasement progressif dans lequel ce système économique qui produit, à défaut d'une pensée, du moins des techniques, hein, qui obligent les gens à avoir le même type d'existence et à se ressembler, c'est-à-dire de reproduire des identiques, parce qu'on a vraiment le sentiment que les gens doivent devenir identiques. Hein, Uniformisation. oui, moi j'ai le sentiment de pouvoir le constater qu'il est souhaité qu'on puisse se ressembler pour des raisons commerciales évidentes. Hein, c'est que plus les gens se ressemblent, plus c'est facile de leur vendre ce qui leur conviendra, puisque ce qui leur conviendra à tout le monde. Donc on formate, on crée des formats et voilà. Une industrie qui produit des formats, produit des êtres formatés. Hein. Bernados, il en parle beaucoup. Hein. Donc, oui, le sentiment d'écrasement, il me semble, moi, qu'aujourd'hui, il est beaucoup lié à ça, et qu'après, ça amène bien sûr la peur de la catastrophe, parce que d'être toujours appuyé, d'être voûté comme ça en permanence, à devoir obéir à une économie de marché qui met de plus en plus de gens dans la misère, voire dans la misère définitive, et qui ne leur donne aucune autre perspective d'exister, à part appartenir à ce truc. C'est ça aussi l'histoire, c'est qu'on ne donne pas d'autre perspective que d'appartenir à ça. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Moi, je ne suis pas, Qu'aimeriez-vous? Je suis pas philosophe. Hein. Ah bah, attendez, on n'est pas obligé d'être philosophe pour penser. Non, mais j'aimerais bien que monsieur nous dise ce qu'il espère. Ce que j'espère, c'est de ne pas être victime ou écrasé par des séries de mouvements économiques qui m'imposeraient une consommation unitaire. Voilà. Par exemple, ce que j'espère, c'est que qu'on ne formate pas dès l'éducation nationale des enfants à des emplois, mais que, comme moi j'ai pu en bénéficier, je ne veux pas dire par là c'était mieux avant, j'ai bien entendu que c'est pas, il ne faut pas le dire, donc je ne le dirai pas, mais j'entends bien que dans le mouvement social depuis lequel je suis né, dans lequel mes parents m'ont propulsé, il était question d'une destination de mon humanité. C'est ce qu'on m'a livré, c'est ce que mes parents m'ont livré, et je n'étais pas un cas. Tous mes camarades étaient comme ça, et j'ai quand même bien le sentiment que cette chose-là est collectivement abandonnée. La notion collectivement abandonnée. Donc, je vois bien qu'on demande à des enfants de faire des stages en entreprise, au collège. Moi, je ne crois pas que l'école soit un lieu où on envoie des enfants en entreprise. Je n'y crois pas. Je crois que l'école est un endroit où on apprend. On apprend. Et il est toujours grand temps, plus tard, d'aller voir, pourquoi pas, dans une entreprise ou autre chose. Que l'activité humaine ne se résume pas. Je ne crois pas que l'activité humaine se résume uniquement à l'accroissement des biens ou de l'économie. Je ne crois pas que ce soit ça. Donc, proposition, je n'en ai pas, mais déjà de se dire que ça n'est pas forcément ça, je pense que c'est déjà des choses intéressantes. De s'apercevoir que, comme il y a quelques années, qui n'était pas il y a si longtemps que ça, c'est donc bien que les perspectives changent dans notre société, même dans notre société française, puisqu'il y a quelques années, je ne vous dis pas que c'était bien ou pas bien, mais il y a quelques années, moi je me rappelle qu'il y avait un ministère du temps libre. Je me rappelle que vous comprenez, ça a quand même existé. Donc ça veut dire que cette question s'est quand même posée dans ces termes-là. D'accord ? Que quand on désignait les 35 heures, ça n'était pas une insulte faite à l'humanité, mais c'était l'idée d'un progrès. Ça ne veut pas dire qu'économiquement, ça ne pose pas des difficultés. Mais la question n'était pas posée dans ces termes-là. Et le fait d'inverser toutes ces questions et de les ramener systématiquement à une pensée économique, donc d'amener la totalité de la pensée humaine à de l'économie, je pense que c'est un asservissement dont moi, j'aimerais bien me débarrasser. Alain Caillé, alors on parlait de ce constat et peut-être maintenant, effectivement, comme Chantal Delsol le soulève, peut-être des pistes de solutions, ou des ébauches en tout cas. J'en reviens à ce manifeste convivialiste qui a été initié par vous il y a 1 an et demi, qui réunit une centaine d'intellectuels à travers le monde, de sensibilités très diverses. D'abord, la démarche, elle correspond à quoi ? C'est quoi cette idée ? Est-ce que c'est simplement un débat d'idées ? Est-ce que c'est plus ? Qu'est-ce que vous chercher à mettre en place. Ce qu'on cherche, je dirais bien dans le fil de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est à surmonter ce que j'appelle le parcellitarisme. Parce que un des gros problèmes que nous avons face, appelons-le au néolibéralisme ou face au règne du marché spéculatif par-dessus le marché, c'est pas le marché, c'est le marché financier instantané, régi par les nanotechnologies, etc. Face à ce facteur d'impuissance colossale, et, au fond, nous ne savons pas très bien quoi faire, quoi opposer.
il y a des dizaines d'initiatives, des centaines, des milliers d'initiatives dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Chacun essaie de se débrouiller de manière ou d'une autre, de trouver des formes de contre-société un peu plus réhumanisées, etc. Bon, il y a des grands noms, l'économie sociale et solidaire, mais il y a 36 000 autres choses. Il y a tous les mouvements des villes lentes, en transition, de slow food, slow science, slow town, etc., les indignés, partout dans le monde. Les gens se dressent et cherchent quelque chose. Mais ça a un impact, ça, ou pas? Il y a tous les forums sociaux mondiaux, etc. Ben, ça n'a pas suffisamment d'impact. Et c'est là où on touche justement au problème du parcellitarisme, c'est-à-dire à l'extraordinaire difficulté de faire du commun. Puisque justement, et c'est pour répondre un peu à ce que disait Chantal Delsol, qui disait, mais il y a quoi une police de la pensée? C'est même pas une police de la pensée, c'est infra-policier. C'est-à-dire, c'est devenu la forme de pensée dominante qui est incorporée, C'est ça. qui s'impose exactement comme s'imposaient les idéaux totalitaires hier, et qui fait qu'on a infiniment de mal à penser en dehors de cette logique parcellitaire. Et donc, si ce que je dis a un semblant de vérité, le plus important, c'est de faire en sorte que ces multiples courants de pensée ou d'action qui existent partout s'unissent. On va faire le grand soir, tous les gars du monde, etc. On va faire un grand parti. Mais le point fondamental, c'est que deux choses, au minimum. Le point fondamental, c'est que ces courants acceptent de reconnaître d'abord ce qu'ils ont en commun, plutôt que ce qui les divise. Et c'est pour ça que le travail qui a été fait avec des intellectuels, je vais en donner quelques-uns assez variés, parce que personnellement j'en suis très content. Donc on signait ce manifeste pour rester aux Français. Bon, des gens qui, je pense, sont assez bien connus ici, comme Jean-Baptiste Defoucault ou Patrick Vivray, des gens de la revue Alternative économique, comme Denis Klein, le fondateur, ou Philippe Frémaux, l'ancien directeur, des gens d'attaque, donc ça, on change de bord, des forums sociaux mondiaux, Roland Gori, Barbara Cassin, qui anime l'Appel des Appels, qui regroupe des dizaines d'associations, et puis des intellectuels variés, comme Jean-Pierre Dupuis, Dominique Méda, beaucoup de gens. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce mouvement, qui a eu des échos à l'étranger, c'est déjà cette décision de dire, chacun a derrière lui 10, 15, 20, 30 bouquins, et puis des associations, des groupes, des aficionados, des fans, etc. De dire, bon, ok, on a des divergences, mais il importe de fixer certains principes communs. Déjà sous un nom commun. Rien que choisir un nom commun, c'est fondamental. Alors, on a pris le mot convivialisme. Alors, je veux dire en deux mots pourquoi ce mot convivialisme. Le plus important, c'est le isme. C'est le isme parce que l'idée qui nous réunit, qui est d'actualité quand on voit le rapport Attali qui vient de sortir, par exemple, qui pourrait ressembler à des tas d'égards. L'idée qui nous réunit, c'est que, au fond, nous ne manquons pas de propositions, de solutions économiques ou écologiques alternatives. Il y a des dizaines de plans, de programmes, qu'est-ce qu'il faut faire de l'euro, qu'est-ce qu'il faut faire des marchés, qu'est-ce qu'il faut faire de l'écologie, de l'économie circulaire, etc., etc. Bien, tout ça peut être discuté, mais ça ne prend pas. Voilà, c'est ça la question, ça ne prend pas. Et ça ne prend pas, alors on peut faire tous les rapports qu'on veut d'expertise, c'est le rapport Attali sur l'économie positive, on fait 40 propositions à donner au gouvernement qui n'en feront rigoureusement rien parce qu'ils n'ont pas le pouvoir politique de le faire de toute façon. Et donc, qu'est-ce qui manque fondamentalement? Ce qui manque, ce n'est pas une expertise des problèmes économiques ou écologiques ou climatiques comme le GIEC. Ce qui nous manque, c'est une philosophie politique, un fond doctrinal qui soit à la hauteur de l'époque et qui puisse prendre le relais des grandes idéologies politiques dont nous sommes les héritiers, qui ne sont pas mortes, mais qui ne sont plus à la hauteur de l'époque, que ce soit le libéralisme, que ce soit le socialisme, ou leurs variantes communistes ou anarchistes, si vous voulez. Bon. C'est ça le point fondamental, et si je peux prendre encore une minute, qu'est-ce qui fait que ces doctrines, ces grandes idéologies, au sens non critique du terme, ne sont plus à la hauteur de l'époque? Je crois que tout le monde le sait. C'est que ces 4 grands discours reposaient tous sur l'idée que les êtres humains sont des êtres de besoins, et notamment de besoins matériels, de besoins économiques, et que donc la condition sine qua non de la démocratie ou de l'émancipation de ce qu'on voudra, c'est l'accroissement des moyens matériels permettant de satisfaire ces besoins. Bien. Et donc c'est la croissance. Petit problème, la croissance n'est plus là dans les pays riches, et depuis assez longtemps, depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Et deuxièmement, elle est écologiquement insoutenable à l'échelle mondiale pendant très longtemps. Donc voilà une question toute simple. Si on ne fait plus reposer l'adhésion à la démocratie sur la perspective d'une croissance ininterrompue, on la fait reposer sur quoi? En prenant en compte le fait que, je termine là-dessus, et l'histoire des totalitarismes le montre admirablement,
que nous ne sommes pas d'abord des êtres de besoin, nous sommes des êtres de désir de reconnaissance. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que les besoins. Chantal Delsol, je vous retourne la question que vous portiez à l'attention de Jacques Heller. Les solutions, les pistes de solutions que vous réfléchissez. Je suis toujours un petit peu surprise, effectivement, devant ce genre de langage, parce que je comprends très bien ce que vous voulez dire, aussi bien vous et vous aussi, bien sûr, mais cette espèce de regret devant, oui, la massification, l'ennui, bon... Je me demande si finalement cette massification ne vient pas essentiellement de l'égalité. Hein. On a l'impression que finalement on est un peu attristé parce que tout le monde a le même frigidaire ou la même voiture, mais c'était quand même beaucoup moins bien il y a un siècle, quand il y avait seulement quelques personnes qui avaient une voiture et que tous les autres n'en avaient pas. Non mais bon, ça, c'est pas de ça que je voulais parler. Enfin bon, c'est peut-être pas ça le problème. Moi, c'est toujours un peu l'impression que j'ai. On a massifié parce qu'en fait on a égalisé avant. Et ça, c'est une chose positive. Bon, ça me paraît plutôt positif. Moi, c'est pas ça que je voulais dire. Vous parlez vous dites tout n'est pas économique. Ben, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Tout n'est pas économique, mais il faut quand même bien voir que on a détruit systématiquement le spirituel depuis, mettons, 50 ans, etc., en disant que c'était grotesque, nul, ridicule, pas rationnel, pas cartésien, machin. Et maintenant, on est là à pleurer parce que tout est économique. Mais vous savez, quand on supprime le spirituel, il ne reste plus que l'économique. Les hommes ne sont pas à géométrie variable, c'est des vases communicants. Donc, vous comprenez, on ne peut pas à la fois pleurer la destruction, le tout économique, et puis en même temps vouloir détruire le spirituel. Donc, pour vous, c'est ça la clé? Pour moi, c'est ça la clé. Parce que finalement, si on dit que tout n'est pas, pas économique, c'est le sens de la vie qu'il faut chercher. Et le sens de la vie, c'est ou les religions ou les traditions. Si on détruit tout, il ne reste plus que l'économie. Alors, on revient à Bernanos, ça tout à fait, oui, parce que lui, il mobilise contre les dictatures ce besoin de spiritualité qui risque de s'aliéner dans une dictature, dit-il. On se donnera des crises de dictature par manque de spiritualité, en cherchant une fausse spiritualité, et il en appelle à une insurrection de l'esprit. Donc là, quand même, je recroise un peu ce que dit Alain Caillé, et tout à fait ce que dit Chantal Delsol, parce que cette insurrection de l'esprit passe par un homme libre, éventuellement seul peut-être, mais qui se dresse contre l'État, un homme debout, qui est une conscience. Parce qu'il dit, le problème, c'est qu'on a aliéné les consciences en leur laissant croire qu'elles étaient purement économiques. Il faut donc un réveil des consciences et une insurrection de l'esprit. Voilà. Il nous reste 4 secondes, c'est la fin. Merci, on a donc terminé, on a terminé sur Bernanos. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints ici au Collège des Bernardins. Très bonne soirée à tous, au revoir.